soir, on accueille les étudiants du cursus Master Ingénierie Aéronautique, Transport et Énergétique de l'Université Paris-Nanterre. Alors, on a quatre étudiants, Alexandre, Marwan, Nils et Valentin, tous les quatre étudiants du CMI ATE, là, ce que je viens d'indiquer. Ils vont présenter leur avion conçu, réalisé, testé au sol et en vol, ainsi que leurs concepts au pluriel qui sont en cours d'étude. Alors, l'accent sera mis sur le concept hybride à moteur non lié, thermique, électrique, principe qui autorise une réduction conséquente du besoin en énergie des avions qui vont être présentés. Et puis au-delà de ce concept, les étudiants développeront d'autres projets réalisés ou en cours de gestation. Voilà. Cette petite présentation étant faite, bien évidemment, je n'oublie pas Michel Kiffer, hein, qui est leur responsable pédagogique, hein, professeur. Donc, Michel, je te laisse la parole pour la suite. Voilà, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à la 3A de nous accueillir pour présenter ces sujets, hein, et voilà. Alors, pour contextualiser les projets étudiants qui seront présentés, voici une introduction, avant de passer, bien entendu, la main aux étudiants qui feront l'essentiel du travail. Alors, les projets de nos étudiants sont aboutis, sont soumis à l'épreuve de la réalité. Alors, il s'agit d'aller très au-delà de simples concepts. Les méthodes de dimensionnement des parties aérodynamiques, propulsion, résistance des matériaux, etc. ouvrent la porte à la définition d'aéronef quel qu'il soit. Ces processus ne sont ici pas développés, mais font l'objet d'autres présentations. La présentation qui suit développe la production, les essais au sol et les essais en vol des avions 1A5 conçus et réalisés récemment. Nous voyons aussi les dérivés en gestation, à savoir l'avion 6, l'avion 7, l'avion biplace 2, ses dérivés cargo et l'avion de transport régional hybride à moteur non lié. Ces avions sont industrialisés, sont reproductibles à moindre coût et respectent la réglementation aéronautique CS23. Voici l'avion 1 réalisé en 2020. Depuis, nous avons abandonné la configuration bipoutre. L'avion 2, le drone électrosolaire stratosphérique. Cet avion a une envergure de 4,6 mètres pour une masse totale inférieure à 3 kg. L'avion 3, réalisé en 2021, cet avion donne entière satisfaction, mais son autonomie est très réduite, son alimentation étant purement électrique. 2022-2023, avion 4 hybride à moteur non lié, démonstrateur de nos avions de transport. Cet avion a pour avantage une autonomie conséquente, tout en ayant des distances de décollage réduites. 2023-2024, l'avion 5 à voileur composite hyper sustenté à grand allongement.
Rappelons que cet avion a une propulsion hybride à moteur non lié, la propulsion électrique étant arrêtée après le décollage et la montée initiale. Parmi les projets à poursuivre, il reste à finaliser l'avion biplace 2, ses dérivés cargo, l'avion 6 à grande vitesse de vol, l'avion 7 drone lourd dont la distance franchissable est de 2000 à plus de 4000 km selon la configuration, et l'avion de transport régional hybride à moteur non lié, avion particulièrement économique. Donc déjà bonjour à tous, je m'appelle Nils, je suis étudiant en deuxième année dans le cursus master ingénieur. L'avion 5, c'est un avion hybride à moteur non lié. Il possède une aile en composite à grand allongement d'une envergure de 5 mètres, qui est également hyper sustentée. Pardon. Cet avion il possède les capacités STOL, donc Short Takeoff and Landing. C'est un avion également qui respecte les points de la réglementation 1623. Il a également été conçu dans un esprit vraiment d'industrialisation tout au long de sa conception. Et en termes d'autonomie, sur cet avion, on a entre 15 et 30 heures selon la charge utile emportée. Le but de cette version 5 a vraiment été de créer une version longue distance. Donc pour consommer moins, on a décidé de réduire la vitesse de croisière de l'avion 5 parce que la puissance nécessaire pour vaincre la traînée parasite, elle augmente avec le cube de la vitesse. Et donc, la consommation pour vaincre la traînée parasite, elle augmente avec le carré de la vitesse. Donc, sur cet avion, comme je l'ai dit, on a une aile à grand allongement de 5 mètres qui va vraiment nous permettre de voler très lentement. Par exemple, sur cet avion-ci, on vole à une vitesse vraiment de 60 km/h, ce qui nous permet d'atteindre la vitesse de finesse max, donc avec 50% de traînée induite par la portance et 50% de traînée parasite. Le moteur thermique est dimensionné pour assurer vraiment la vitesse de croisière, la vitesse de finesse max. Et également, il fonctionne à son meilleur point de rendement. Pour atteindre cette capacité de décollage et d'atterrissage court, on a dû rajouter un boost électrique pour le décollage. Donc, on a choisi la formule de l'hybridation à moteur non lié. On pourrait se demander pourquoi cette formule d'hybridation à moteur non lié. Eh bien, c'est qu'en séparant les deux motorisations, donc l'électrique et la thermique, on va pouvoir sortir le meilleur du rendement pour chaque motorisation. Et on ne va pas avoir le produit de tous les rendements qu'on peut avoir, par exemple, dans une hybridation en série. 3 kg de batterie et on aura environ 3 minutes d'autonomie. Donc, comme on peut le voir en bas à droite, avec le moteur thermique seulement, on a une vitesse ascensionnelle VZ de 5 mètres par seconde, alors qu'avec le boost électrique, on arrive à une VZ de 12 mètres par seconde. À noter que, comme on peut le voir sur les deux images du haut, les hélices, elles sont repliables sur les deux moteurs électriques, ce qui va donc on va donc avoir un faible impact sur la traînée parasite de l'avion. Et cet avion, c'est vraiment un avion qui a été conçu dans un esprit donc, de réduction des coûts par la simplification des systèmes. Donc voilà, merci pour votre attention. Et quid de la distance franchissable? La distance franchissable, ça dépend du coup du temps de vol. Sur cette machine, on a entre 15 et 30 heures de vol. Donc dans les 900 à 1800 km environ, en fonction de la charge utile embarquée. Super, c'est très bien pour des drones, ça. La turbulence, il est maîtrisé. Michel peut m'aider un peu. Enfin, C'est vrai qu'on a des faibles charges à l'air, hein. Alors, on va voir dans la vidéo, on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est le drone stratosphérique électrosolaire, donc une envergure de 5 mètres, moins de 3 kg, donc une charge à l'air extrêmement faible de l'ordre de 1,5 kg par mètre carré. Alors, en fait, c'est une libellule dans des rafales, hein. Donc, comment ça se comporte? Ben, ça, c'est la grosse inconnue. Alors, ça, c'est encore beaucoup plus extrême que l'avion qu'on vient de voir.
En fait, ça se passe assez bien, assez curieusement. On n'a pas eu d'inversion des commandes. Bon, on avait prévu le coup, hein, on avait quand même anticipé tout ça, mais ça se passe très bien. Alors, l'avion 5, lui, c'est beaucoup plus en termes de charge à l'air. Je crois que c'est 15 kilos, un truc comme ça. Ça ne pose absolument aucun problème. Alors, d'autant plus qu'on a une autostabilisation par algorithme de l'avion, un atténuateur de turbulence, etc. Bon, tout ça, ça ne pose pas de problème. Mais ça, il faut tester pour le voir. Alors bonjour, je m'appelle Alexandre Tesson, je suis actuellement étudiant en CMI également, tout comme Nils. Alors cette année, notre mission consistait à concevoir intégralement l'avion 6 à partir de la base fournie par l'avion 5. Nous avons également pu amorcer la conception de l'avion 7, qui représente une évolution significative par rapport aux versions précédentes. Voici. Donc comme je disais, les avions 6 et 7 se distinguent des précédents, notamment par un changement important de motorisation. Alors que les avions 4 et 5 étaient équipés de moteurs hybrides, les avions 6 et 7 utilisent uniquement des moteurs thermiques. Prenons l'avion 6, qui est équipé d'un moteur 3 fois plus puissant que son précédent. Ce changement de motorisation influence directement la performance en vol. Alors que les anciens avions volaient principalement à faible vitesse pour optimiser leur autonomie, les avions 6 et 7 volent à des vitesses plus élevées. Ils sont donc davantage affectés par la traînée parasite, ce qui nécessite une approche différente dans la conception aérodynamique, en particulier au niveau des ailes et des surfaces portantes. L'avion 6 est un modèle relativement léger et rapide. Il possède une distance franchissable de 250 km avec une vitesse de croisière de 200 km/h. Côté masse, euh, il affiche une masse au décollage de 30 kg. Sa portance maximale est définie par un CZ max de 1,6, qui représente une hypersustentation facilement accessible, et une vitesse de décrochage VSO de 65 km/h. Quant à l'allongement, il est de 5,8, ce qui traduit une conception adaptée à une vitesse élevée. Plusieurs modifications ont été apportées au modèle par rapport aux versions antérieures, notamment l'installation d'un moteur plus puissant, ce qui a nécessité le choix d'une hélice plus grande pour convertir correctement la puissance motrice en poussée. L'aile principale a aussi été modifiée. Son envergure a été réduite à 2,3 mètres, augmentant ainsi la charge à l'air. Ce choix est cohérent avec une vitesse de vol plus élevée, où la traînée induite est moins pénalisante. Pour l'avion 7, qui représente un changement d'échelle radical, il s'agit d'un drone lourd, avec des performances très élevées. Selon la charge utile et le régime en vol, il peut atteindre une maxi range allant de 2000 à 4000 km et en un temps de vol compris entre 8 et 25 heures. Sa vitesse de croisière est de 220 km/h avec un CZ max de 1,8 et une vitesse de décrochage de 80 km/h. Sa masse est beaucoup plus élevée, 370 kg à vide, 150 kg de charge utile et 650 kg au décollage. Pour motoriser un tel appareil, nous avons opté pour un Rotax 912, un moteur 4 temps réputé dans le domaine de l'aviation légère développant 100 chevaux. De nombreuses modifications ont été apportées à ce modèle. L'envergure des ailes a été portée à 7,7 mètres et des trappes d'accès ont été aussi ajoutées pour faciliter la maintenance. En ce qui concerne le cahier des charges de l'avion 7, il s'inspire directement d'un drone militaire connu pour ses performances remarquables. Notre avion se veut une version plus simple, plus économique et plus légère de ce modèle. Pour y parvenir, nous avons notamment simplifié sa structure, quitte à faire des compromis sur certains aspects aérodynamiques comme l'allongement. Malgré cela, les performances du modèle sont impressionnantes, notamment en termes de temps de vol et de distance franchissable, ce qui le rend comparable aux drones professionnels les plus avancés du marché. En conclusion, ce projet nous a permis de travailler sur deux modèles aux ambitions très différentes. D'un côté, l'avion 6, qui est un modèle léger et rapide, optimisé pour des performances à échelle réduite, et de l'autre, l'avion 7, qui représente une montée en gamme importante vers un drone lourd, autonome et robuste. Au-delà des performances techniques et des défis aérodynamiques, une attention particulière a été portée sur la maîtrise des coûts et la simplicité de fabrication. Ainsi, les avions 6 et 7 ne sont pas seulement efficaces en vol, ils sont également économiques et pragmatiques dans leur fabrication,
ce qui est un atout majeur pour tout projet de conception. Merci de votre attention. Excellente présentation, Alexandre. Bravo. Ouais, peut-être juste un mot avant les questions. La CAO n'est pas totalement achevée, mais elle est bien avancée, hein. Donc voilà, c'est pas juste une vue d'artiste, hein. Alors, j'aurais une question. Pourquoi l'empennage en H, Alexandre? L'empennage en H, car c'est plus simple à fabriquer grâce à la liaison directe entre le plan vertical et horizontal qui est un simple rivetage. De plus, cela crée beaucoup moins d'efforts de torsion dans le fuselage et ce choix n'altère pas les performances globales de l'appareil. J'ajouterais un complément à ta réponse. En fait, la section de l'empennage horizontal est rigoureusement identique à celle de l'empennage vertical. Simplement, la longueur change. Donc, en clair, en termes de réduction des coûts, ça divise les coûts par deux, tout simplement. L'impact de la forme carrée du fuselage sur la traînée parasite, hein. Il ne dégrade presque ou pas du tout la traînée parasite et en plus, le fait que le fuselage soit carré, ça simplifie grandement la fabrication. Et concernant le profil, En ce qui concerne le profil, il a été pensé par nous-mêmes, surtout par Monsieur Kieffer, selon les critères dont nous avions besoin. Si je comprends bien, ce sont des projets qui sont destinés à avoir plus tard une vie industrielle ou quasiment industrielle, c'est ça? Oui, oui, exactement. D'accord. Bon, je suis un peu surpris que vous ayez des trains aussi rudimentaires. Quelle est la volonté qui est derrière? C'est issu des travaux des années passées. Tout d'abord, c'est destiné à des productions industrielles, oui, à des fins de formation, hein. Donc, s'il y a des étudiants ou l'un d'entre vous intéressé pour monter une société là-dedans, on vous suit sans limite. Disons que c'est vraiment pour enseigner la pratique industrielle, hein. C'est pas, comme je le disais en introduction, c'est surtout pas du projet one shot qui est comparativement beaucoup plus simple le one shot, hein. Le produit industriel, c'est beaucoup plus compliqué, donc c'est de l'enseignement. L'autre aspect, les trains sont aussi rudimentaires. Alors pour ma part, des trains d'atterrissage, j'en ai quand même fait quelques-uns. Pas de raison à ça, simplicité, pas de risque d'intrusion d'éléments dans la partie habitée. Bon, c'est des drones, hein, pas de partie habitée, mais ce type de train est vraiment n'a que des avantages. C'est très léger, ça coûte pas cher du tout, ça marche très bien. Alors bien sûr, il faut profiler la barre horizontale qui est en carbone, etc. Mais on n'a pas trouvé mieux, même si ça fait un peu rudimentaire. Et c'est peut-être justement le gros point fort. Donc le train d'atterrissage, c'est tout un cours, hein, mais je vais m'arrêter là parce qu'on va pas y arriver. C'est une question qui est tout à fait pertinente. Un train rentrant, par exemple, c'est plus lourd, donc ça nécessitera plus de surface à l'air, donc plus de puissance, et l'effet boule de neige, le fameux coefficient spiral. Donc il y a un espèce de point d'équilibre on peut considérer grosso modo jusqu'à 400 km/h. Il vaut mieux un train fixe, bien caréné, l'avion sera plus performant plutôt qu'un train rentrant. Si on intègre, tout est lié, hein. Dès qu'on a un delta masse, une variation de masse, ça impacte le besoin d'énergie, la puissance de l'avion, etc. Avec toujours un effet boule de neige qui est très pénalisant. Donc tout ça, on l'a étudié. Voilà. Alors peut-être encore un mot sur le train. La question qu'on s'est posée, qu'on n'avait pas résolu à résoudre par calcul, c'est lorsque l'avion touche le sol brutalement, va-t-il rebondir ou pas? Alors il est clair qu'un train à lame va rebondir. Alors sur les Cessna, comment dire, la cinématique des trains fixe fait qu'il y a glissement des roues lorsque l'avion touche. L'anthrax entre les roues va s'élargir et ça va frotter sur le sol et ça va faire un filament amortisseur. Eh bien ce phénomène, on ne l'a pas, vu que la lame est droite, hein. Alors Oui, c'était une voilà. question qu'on s'est posée, on a testé, ça marche très bien, donc on reste comme ça. Mais ça, il fallait tester. Donc c'est l'éternelle problématique. On n'est pas ou théorique ou pratique, c'est bel et bien une itération permanente entre théorie et application. Bon, les étudiants sont formatés dans ce sens-là. Bon, et sur l'avion 7, j'ai vu que vous avez commencé à mettre des dispositifs de bout d'aile. Est-ce que vous les avez calculés, justifiés, ou bien Non, c'est pour euh, faire joli? Non, alors déjà, bon, l'objectif de ces winglets, c'est de réduire la traînée induite par la portance. Oui. Dans les conditions de fonctionnement de l'avion, c'est quand même des avions légers assez rapides. Donc la partie traînée induite par la portance est, disons, de second ordre. Pas tout à fait, mais travailler là-dessus impacte peu l'avion.
je dirais pour l'instant, on ne s'en est pas préoccupé, mais vu la technologie utilisée, la masse est quasi nulle, donc pour l'instant, on les met. Après, on essaiera. Enfin, si on fait cette machine, hein, parce que là, on change de registre. Hein, on parle quand même de machines de 650 kilos, on n'aura même pas le droit de l'essayer en France. Hein. En fait, on a simplement, alors je ne donnerai pas de nom, on a simplement pris un des drones, il fait un tabac actuellement un peu partout. On a pris le même cahier des charges en termes de charge utile, etc., de vitesse. Et en fait, on a fait un peu mieux et avec une technologie. Je crois que notre truc, je veux dire, le drone dont je parle est produit dans un pays où le coût de main-d'œuvre est nettement moins élevé que le nôtre. Produit en France, ce sera moins cher. Ça, c'est certain. C'est vraiment notre préoccupation, répondre à des problèmes complexes avec des solutions qui ne coûtent pas cher. Mais c'est très compliqué de faire simple. Faire compliqué, imaginer des solutions complexes, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Mais quand on veut répondre à des problèmes complexes avec des solutions ultra simples, c'est un sacré boulot intellectuel. Très bien, très Et, très et bien. votre aile, vous l'avez calculée à 2G5, je suppose? Non, alors non, nos ailes sont calculées à réglementation aéronautique 1623 avions légers, grosso modo 4G, avec un coefficient de sécurité de 1,5. Un coefficient de sécurité étant multiplié par 2 pour les ailes composites. Ben, Non, dis mais donc. je veux dire, on est bon en calcul, mais on casse tout, hein, parce qu'en fait, le calcul n'est qu'une approximation de la réalité, hein, plus ou moins juste, voire très souvent, franchement fausse. Alors, je veux dire, pour ma part, des ailes, j'ai dû concevoir une bonne dizaine d'ailes, mais je n'ai jamais eu d'aile qui n'a pas cassé au premier essai. Merci Michel, merci Alexandre. On passe à la présentation 3, Valentin? Écran. Parfait. Du coup, bonjour à tous. Je suis Valentin Déal, étudiant en troisième année du coup dans la licence, enfin dans le cursus master ingénieur. Et je suis aussi également, pardon, apprenti ingénieur structure chez Air France. Vous présenter l'avion de transport régional 19 places à hybridation non liée et à voilure optimisée. Évidemment, cet avion se base sur tous les avions précédents, enfin tous les drones précédemment réalisés dans le cadre des projets CMI ATE, et il est notamment issu de son démonstrateur, l'avion 4 réalisé en 2023. Cet avion vise à réduire drastiquement la consommation énergétique tout en garantissant l'autonomie nécessaire pour des missions régionales. Ici, vous pouvez voir à gauche l'avion de référence. Comme vous pouvez le voir, il avait une motorisation thermique beaucoup plus élevée. Il était équipé de turbomachines. Nous avons remplacé cette turbomachine par deux moteurs à piston avec une puissance moins élevée et complété par deux moteurs électriques. Comme vous pouvez le voir, toutes les formes sont développables afin de réduire les coûts. De plus, les formes développables nous permettent aussi d'avoir une porte à l'arrière qui peut permettre de transformer cet avion de transport régional en avion de transport de fret. L'avion, il a une motorisation qui a été donc réduite. Pourquoi? En fait, on a allongé l'aile, ce qui nous a permis de réduire la vitesse de finesse max. Allonger l'aile nous a posé un problème. Allonger l'aile a forcément nous a fait augmenter la masse de l'aile. Cependant, nous avons rajouté une aile haubanée. L'aile haubanée, avec un haubanage optimisé, nous a donc permis de réduire la masse de l'aile, ce qui nous a permis de réduire quand même de 10% la masse au décollage de l'avion. Euh, les, euh, s- Forcément, en réduisant la taille des moteurs thermiques, la puissance des moteurs thermiques, pardon, nous avons plus assez de puissance au décollage, donc nous avons rajouté deux moteurs électriques qui ont une autonomie de 3 minutes afin de ne pas trop dégrader la masse de l'avion. Ici, nous avons différentes configurations. Donc, à 3300 mètres, euh, dans l'encadré, vous pouvez voir donc l'avion de référence. Globalement, notre avion, donc avec des moteurs thermiques non suralimentés et les moteurs électriques, permettent d'avoir une vitesse ascensionnelle, la VZN max, un petit peu meilleure. Ici, vous pouvez voir, sans l'hybridation, nous avons une vitesse de 1 mètre par seconde avec des moteurs non suralimentés. Et la VZN max est triplée si nous choisissons des moteurs thermiques suralimentés. Ici, à 100 mètres, vous pouvez voir que nous avons une vitesse ascensionnelle qui est similaire, même si un petit peu réduite. Et pour nos avions
sans moteur électrique. Nous avons exactement la même vitesse ascensionnelle à 100 mètres pour des moteurs non suralimentés ou des moteurs suralimentés. Pour les scénarios de panne moteur, donc nous avons imaginé que un de nos moteurs thermiques tombe en panne. Pourquoi? Parce que pour répondre à la 1623, nous sommes obligés de faire une certification et donc de prévenir dans les cas de panne. Nous voyons qu'avec un moteur non suralimenté, avec nos moteurs suralimentés, sur un seul moteur suralimenté, nous avons une VZ max qui est à 0 mètres par seconde à 500 mètres. C'est-à-dire qu'il permet la croisière à 500 mètres uniquement avec un seul moteur non suralimenté. Si nous mettons des moteurs suralimentés, un seul moteur suralimenté permet de monter jusqu'à 3000 mètres. J'ai terminé. Alors pourquoi un avion de 19 places? Notre avion, du coup, est dimensionné pour la certification pour respecter la 1623. Si nous mettons 20 places, on passe dans la 1625, qui est la réglementation des avions de ligne, qui est bien plus compliquée. Alors peut-être Ok. oui, une autre question là. Pour quelle raison l'aile est-elle particulièrement légère? Justement, dû au banage qui nous permet en fait d'enlever. En fait, c'est une aile qui est sans longeron, ce qui nous permet de réduire drastiquement la masse. Ah, très bien. Ouais, je rajoute juste une chose, ça c'est un autre aspect. C'est vraiment l'optimisation du haubanage. Donc on a fait une étude très fouillée sur le haubanage et on est arrivé à un truc assez scotchant en termes de réduction des masses par rapport à la masse du haubanage initial. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un sujet en soi. Maintenant, il y a quelque chose qui caractérise aussi tous ces avions, qui n'a pas encore été dit. Valentin vient de le dire, mais pas tout à fait dans le cadre de la question. Toutes les ailes sont, comment dire, autostructurelles, c'est-à-dire il n'y a pas de longeron. Un longeron, dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'une aile? C'est un tube creux, donc c'est un longeron. Donc c'est beaucoup plus simple de supprimer le longeron, ça fait le travail et ça coûte beaucoup moins cher. Et ça, c'est vraiment un point commun entre tous nos avions. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas non plus été dit. Aucune de nos ailes n'est coupée dans la partie centrale, c'est-à-dire là où les moments fléchissants sont les plus élevés. Alors ça a quantité d'avantages, notamment sous facteur de charge max, sous incidence max. La résistance aérodynamique fait que l'aile a tendance à être très fortement poussée vers l'avant. C'est contre-intuitif. Mais donc, si on a une aile coupée au centre avec un longeron qui, bien sûr, qui passe d'un côté à l'autre, il y a un lien entre les deux, mais il faut un longeronnet. Et là, les efforts sont extravagants. Mais tout ce problème disparaît. Donc ça, c'est aussi un trait partagé entre ces différents avions. C'est que dès qu'il y a un problème, on essaie de les supprimer. Voilà. Michel, quel est l'état d'avancement du projet là? Au niveau de la CO, on a commencé à pas, on a bien avancé. Après, c'est pas, c'est vraiment pas fini. Enfin, il nous reste plein de choses à faire. L'aile et l'empennage sont faits à 95%. Le fuselage, il est fait globalement. Après, il nous reste beaucoup de travail sur le nez. Ah, je croyais que vu la présentation, que vous partiez d'un modèle existant que vous modifiez. Non. On part totalement de zéro. Par contre, on se positionne par rapport à un avion référence pour avoir un cahier des charges en termes de charge utile, de vitesse, de coût, etc. D'accord, ok, ok. Hein, mais on part vraiment de zéro. Alors par contre, on n'a pas pour vocation de faire des avions de transport, hein, mais ça sort totalement de nos capacités en termes de moyens, de développement, etc. Mais ça donnera peut-être des idées à un constructeur ou peut-être à un de nos étudiants. C'est pas suite à une demande d'un professionnel. Non, 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 non. D'accord, ok. Non, mais c'est développer un avion, c'est quand même une opération très complexe, notamment en termes de certification, etc. Faut certifier et l'avion, faut certifier le processus de conception, l'équipe de conception, etc., etc. C'est une opération extrêmement complexe, quoi. Là, le ticket d'entrée, c'est pour un avion comme ça, c'est on va dire quelques dizaines de millions d'euros, quoi, hein. Par contre, on ne tombe pas dans le piège, on voit certains projets qui mobilisent 200, 300 millions d'euros. Non, là, je n'adhère pas du tout. Faut faire la même chose pour 4 fois moins cher. J'en ai l'intime conviction. Bon, tout nouveau projet d'ailleurs, enfin dans le cadre de notre cursus, on les analyse finement, y compris des avions, des gros avions, hein, on les analyse en long, en large, en travers, on fait de la rétroconception et finalement on voit le potentiel réel. Mais il est clair qu'il y a beaucoup de projets qui prêtent à débat, hein, ça, Panne au décollage, la gestion de la panne en croisière, bon, on tient le palier à 1500 pieds ou à 5000 pieds,
Mais hors mise de gaz, là, comment on gère la panne moteur? Comment dire, de l'énergie, 3 minutes de batterie, hein. Là, on considère qu'on Oui, a qui sont qui- pas dégradé la masse, hein, donc on épuise 1 minute de batterie, mais on garde toujours 2 minutes de batterie en réserve qu'on peut recharger au fil du vol. Donc là, je veux dire, c'est vraiment la panne Oui, moteur qui a été détectée. oui, oui, en fait, on compte quand même sur du boost électrique pour la gestion de la panne hors mise de gaz. Voilà, On passe à la présentation suivante. C'est à toi, Niels. l'autopilote. Nous sommes en train de développer un système d'autopilote modulable avec nos partenaires industriels qui est basé sur le logiciel open source ArduPilot avec pour objectif d'équiper l'ensemble de nos véhicules actuels et futurs. Du coup, l'objectif, c'est vraiment de créer un autopilote robuste, adaptable et autonome qui sera capable de gérer toutes les phases de mission sans l'intervention humaine. Donc, pour nos avions, ça sera le décollage automatique, le vol de croisière stabilisé, l'atterrissage autonome. Et il doit également être capable de... Enfin, on doit également être capable de pouvoir téléopérer le drone à distance et de faire les modifications basiques, donc par exemple modifier la trajectoire en temps réel. Donc les caractéristiques principales, ça serait déjà on se base sur le logiciel open source ArduPilot. L'architecture, elle serait modulaire, donc ça serait compatible avec différents types de plateformes, donc avion, planeur, drone marin, etc. Parce que le logiciel ArduPilot, il a été créé pour être adaptable à de multiples types de machines. Euh, Avec les avions, on aurait donc une communication via le protocole Mavlink et on pourrait également intégrer enfin, ça serait surtout pour des courtes distances. Et après, pour les plus longues distances, on pourrait intégrer des moyens de communication longue portée comme la 4G ou par exemple le système Starlink Mini pour donc un contrôle à distance fiable. Et en termes de compatibilité matérielle, ArduPilot, ça nous permet d'être vraiment compatible avec beaucoup de cartes open source avec des companion computers donc de type Raspberry Pi. Et il est également très flexible pour pouvoir faire nos propres cartes custom. Voilà, merci pour votre attention. Très bien, Niels. Moi, j'avais une question. Oui. Comment réaliser un atterrissage automatique? En fait, tout se passe dans la programmation, pardon. Et le logiciel ArduPilot, il gère déjà cette phase de vol, mais après, on va pouvoir nous-mêmes intégrer nos propres paramètres en passant par un script Lua. Mais le plus important, vraiment, c'est d'avoir des capteurs qui sont bien réglés et précis, donc le capteur GPS, l'altimètre et le capteur LiDAR. Ok, merci. D'autres questions, Michel? Moi, j'en aurais. Oui? Oui. Oui, bonjour. En fait, la première question que je me pose, c'est quand vous faites vos essais en vol, qu'est-ce que vous embarquez comme capteur de mesure? Alors on est encore au début du projet, mais on a pour projet de, d'emporter une sonde Pitot, un GPS pour l'atterrissage, surtout le capteur LiDAR. Et après, on a tous les capteurs qui sont intégrés à la carte, en fait. Donc, les systèmes gyroscopiques, les, le baromètre, on a tout, enfin, les capteurs qu'on a vraiment besoin pour le vol, quoi. Si je puis me permettre, il y a un capteur qui vous sera également important à rajouter, c'est une sonde alpha-bêta qui mesure l'incidence et l'ugite de l'appareil en temps réel. Pourquoi? Parce que quand vous volez et que vous pouvez enregistrer donc toutes les données qui sont issues de la centrale inertielle, du Pitot effectivement, de la sonde alpha bêta, etc., ça vous permettra de faire de l'identification. L'identification, ça vous permettra de caractériser aérodynamiquement votre aéronef
non plus en utilisant des modèles sur ordinateur, de la CFD, de la CAO, etc., ou alors des modèles empiriques, mais vraiment d'identifier votre avion de manière réelle, c'est-à-dire tel qu'il est dans la réalité, tel qu'il répond réellement. Et donc, vous aurez tous vos coefficients aérodynamiques. Alors, pour faire ça, il faut quand même des contraintes. Il y a des contraintes, hein. Il faut connaître la masse de l'appareil, il faut connaître son inertie, donc autour de sa matrice d'inertie. Il faut connaître un certain nombre de quelques paramètres physiques qu'on peut mesurer et déterminer facilement, hein, en atelier. Mais voilà, si vous équipez vraiment bien votre appareil, vous serez capable d'avoir un modèle mathématique plein. Et donc ensuite de pouvoir calculer les coefficients que vous rentrerez dans ArduPilot pour que ArduPilot puisse faire de la stabilisation et du pilotage complètement optimisé pour votre appareil. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ces informations. Mais bon, voilà, je suis en contact avec Michel, donc s'il a besoin de... La mise en relation est faite. D'accord. Je n'en entendais pas moi de toi, Stéphane. Voilà, ça sera fait. Merci beaucoup. Super pour ta remarque, Stéphane. Bonjour à tous, je me présente, Marouane Nazimani, étudiant en deuxième année au CMI ATE de l'Université Paris-Nanterre. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le projet d'avion cargo léger réalisé par des étudiants du CMI ATE, à savoir Amel, Léon et moi-même. Alors, ce projet d'avion cargo n'est que l'extrapolation de l'avion biplace 2 qui a été réalisé par les promos précédentes du CMI ATE. Et on peut le voir ici, justement, représenté avec tous les autres projets. Alors justement, l'avion biplace est un avion innovant de par de nombreux points de sa conception. La section de l'aile, du volet et des ailerons sont identiques, ce qui veut dire que pour nous, ce sont les mêmes pièces à la différence de la longueur, ce qui permet de réduire les coûts de fabrication. L'avion a un allongement réduit de 6,5, ce qui n'a pas d'impact sur la performance aérodynamique, dû au fait qu'on est sur des vitesses plutôt élevées pour un avion de sa catégorie, à savoir ici, on est aux alentours de 250 km/h. Cet allongement réduit permet d'avoir une aile plus légère qu'une aile à grand allongement. Point très important de la conception, c'est son aile d'intenant. Le fait d'avoir une aile d'intenant permet de ne pas avoir d'interruption de la structure dans la partie la plus sollicitée et de reprendre les efforts longitudinaux sous Gmax sans renfort particulier. Ici aussi, on gagne en masse et ça permet aussi de faire une aile qui est beaucoup plus simple. De plus, la charge est disposée directement sur l'aile, ce qui fait qu'il n'y a pas d'effort qui transite dans la structure. L'aile est en position basse, ce qui offre une meilleure visibilité au pilote, contrairement à une aile en position haute qui aurait pu être une option. La structure du fuselage est une structure tubulaire qui est légère et facile à fabriquer. Nous avons choisi de ne pas intégrer de verrière, à savoir qu'une verrière coûte entre 8 à 12 000 euros montée sur son support. Notre solution, elle, nécessite seulement une plaque de polycarbonate à 30 euros à peu près, directement rivetée sur le fuselage. Le design carré de l'appareil n'a pas d'impact significatif sur la traînée, et j'en prendrai comme exemple le Tailwind, qui, lui, malgré son design carré, est un avion qui a de très bonnes performances aérodynamiques. De plus, ce design nous permet d'intégrer des portes planes en contreplaqué marine usinées sur commande numérique. Cela permet un meilleur accès au cockpit et en cas de retournement, on ne sait jamais, hein, si M. Kieffer se décide de faire quelques pirouettes à 20 mètres du sol, ça permettra d'assurer sa survie et de permettre une évacuation en toute sécurité. Pour résumer, donc, cet avion a été vraiment pensé dans un but de réduction des coûts par la simplification des systèmes, et c'est au maximum. D'un point de vue des caractéristiques techniques, on remarque que les avions cargo et l'avion biplace ont des performances plutôt similaires. On notera que la masse utile de l'avion cargo 800 kg est plus avantageuse que celle du 600 kg, dû au fait que l'avion cargo 600 kg est beaucoup plus proche de l'avion biplace, notamment en termes de masse max au décollage. Le CZ max de 1,8 permet une sustentation simple et peu coûteuse. Des solutions ont été envisagées pour améliorer ce CZ max, mais ces solutions coûtaient beaucoup trop cher par rapport aux gains faibles en performance aérodynamique qu'ils nous conféraient.
Lors de la conception des avions cargo, nous sommes tombés face à un carrefour stratégique au niveau du dimensionnement de l'aile. En effet, dans un premier temps, nous avons voulu conserver la dimension l'aile, en fait, euh, de l'avion biplace. Cependant, cette solution n'a pas été retenue du fait que, notamment pour l'avion 800 kg, l'allongement aurait été trop augmenté et aurait trop dégradé la masse. C'est pour ça que nous sommes ensuite passés sur les deux autres solutions B et C, à savoir la modification de la corde, c'est-à-dire la largeur de l'aile. Nous avons choisi la solution B pour un simple effet de gamme. Cette solution nous permet d'avoir la même aile pour le 600 et le 800 kg, ce qui n'est pas le cas de la solution C. Nous sommes ensuite passés à la réalisation de la CAO de l'appareil. Nous sommes partis du fuselage de l'avion biplace, auquel nous avons rajouté une soute cargo d'environ 1 m3, représentée sur l'image en bas à gauche en bleu. Nous noterons également que les parties avant et arrière du fuselage sont identiques à celles de l'avion biplace, toujours dans un esprit de réduction des coûts via ici l'effet de gamme. Nous avons modifié le positionnement de l'aile, comme on peut le voir sur l'image de droite. En effet, le fait d'ajouter une soute cargo derrière le cockpit déplace le centre de gravité de cet avion et donc nous oblige à déplacer l'aile en conséquence. Bien évidemment, une étude sur la recherche du foyer de l'avion a été réalisée au préalable. Actuellement, le projet est fini dans une première itération. Des modifications peuvent encore être apportées sur l'avion au fur et à mesure des besoins du projet. Mais nous pouvons dire que le projet dans sa forme actuelle est assez proche du projet final. Ce projet nous permet aussi de nous ouvrir sur d'autres projets à l'avenir au sein du CMI. On peut, comme ici présenté sur cette planche, des projets du CMI s'ouvrir vers un avion cargo 1200 kg et pourquoi pas même des avions cargo dronisés 2000 kg, voire même 10 000 kg. Merci à tous pour votre attention. Très bien, ben, merci beaucoup, Marwan, c'était très clair. Très bien. Une question? Des questions? Peut-être une question sur le pare-brise en polycarbonate, là, le test du poulet à 250 km/h, ça dit quoi? Ouais, alors, Marwan n'a pas la réponse, hein, Non. voilà. Alors, bon, une verrière moulée, ça coûte extrêmement cher à produire. Comment dire, c'est monté sur son cadre, de l'ordre de grandeur, c'est 12 000 euros. J'ai pris pour référence des catalogues de vente de ce type de pare-brise. Alors, je veux dire, c'est du polycarbonate, la moindre coût d'essence, ça se fendit de partout, ça s'use, ça se raye, et puis ça coûte tellement cher, dans le fond, enfin, que ceux qui volent en aéroclub, on se constate que les pare-brises sont fissurés de partout, le test du boulet, il passera pas, c'est clair. Là, c'est une plaque plane, quand même courbée. On peut imaginer une épaisseur dans la partie avant assez forte. Au moindre soupçon de fragilité de pare-brise, on le remplace, quoi. 30 euros chez Leroy Merlin. J'exagère un peu, mais c'est ça. L'écart de prix, c'est de 1 à 200. Donc, ou plus, hein, je n'ai pas fait le calcul. Voilà. Donc, Jean-Pierre, ça te convient comme réponse? Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Par contre, moi, j'ai une question, mais bon sang, comment sais-tu, Marwan, que je suis un aussi piètre pilote? Bon, allez, à la question suivante. On te laisse la main, Niels, pour parler des drones marins à foil. Donc maintenant, je vais vous présenter l'étude d'un drone marin multimission à foil. Donc, nous avons choisi d'utiliser des foils pour notre drone marin afin tout simplement d'améliorer les performances générales des drones marins monocoques. Donc, les foils sur ce drone, ils permettent de soulever la coque hors de l'eau, ce qui va donc fortement réduire la traînée parasite. Ça va permettre d'aller plus vite, plus loin et plus longtemps avec une consommation d'énergie réduite. En ce qui concerne les missions, donc on vise plutôt les missions de surveillance maritime, de secours en mer, les missions militaires également, et tout ce qui est surveillance de plateformes pétrolières, les parcs éoliens, etc. En ce qui concerne les caractéristiques techniques du cahier des charges, donc on a une vitesse de croisière qui sera d'environ 50 km/h ou 27 nœuds. L'autonomie, elle est de 2 heures pour 100 km ou plus selon la charge utile.
En termes de masse, on est à 200 kg. La charge utile, on est à 100 kg. Et une des caractéristiques de ce drone, c'est que les foils ils vont permettre une stabilité en roulis et en tangage. Donc, c'est des systèmes qui sont autostabilisants, passifs. C'est lié à la géométrie des foils. Pour le matériau de la coque, on a choisi du bois, donc du contreplaqué marin. Et pour le foil, de l'aluminium qui est résistant à à l'eau de mer. Ces caractéristiques techniques, elles sont vraiment adaptables à tout cahier des charges. Donc, on va pouvoir dimensionner le drone après en fonction par exemple, de la charge utile qu'on veut emporter. En ce qui concerne l'autostabilité en roulis, donc on a beaucoup réfléchi à de nombreuses solutions. Donc, on a vraiment imaginé toutes les solutions possibles. Et on est arrivé à ce design de foil, donc qui va en fait nous permettre d'assurer l'autostabilité en roulis et en tangage par le drone marin. Donc, on a une petite vidéo explicative. Donc, ça, c'est l'autostabilité en roulis, comme je disais. Si jamais il tend à gauche ou à droite, la force de portance, elle augmente. Et du coup, le drone marin se remet droit. Là, mais exactement la même chose pour l'autostabilité en tangage. Et pour le contrôle en lacet, en fait, on va jouer sur la différence de puissance entre les deux moteurs électriques. Le drone marin, il va pouvoir également avancer donc, avec les foils immergés sous l'eau à basse vitesse. Et après, pour surélever la coque hors de l'eau, il va accélérer. Donc, l'utilisation du bois pour un drone marin militaire de surface, ça présente vraiment des avantages. Donc, on va s'inspirer en fait de la technologie extrapolée des kayaks en bois que nous avons réalisés. Donc, ça va nous permettre, premièrement, d'avoir une faible signature radar, d'avoir une masse qui sera vraiment modérée, un coût qui sera vraiment réduit. Et c'est le temps d'assemblage, par exemple, pour le kayak qu'on peut voir sur les photos, il est de seulement 2 jours. Et c'est également très facile à repérer. Donc, par exemple, pour un kayak monoplace, on arrive, grâce à la technologie du kayak au bois, du kayak en bois, pardon, on arrive à une masse de 12 kilos, alors qu'avec un kayak monoplace en plastique, on arrive plutôt à une masse de 20 à 25 kilos. Donc, on arrive vraiment à gagner de la masse sur ce plan-là. En ce qui concerne le choix de la motorisation, donc on a deux choix, soit électrique, soit thermique. Donc on va privilégier la motorisation électrique pour les missions jusqu'à 100 km. Pour la motorisation thermique, ça sera pour les missions qui sont supérieures à 100 km. En ce qui concerne le pilotage et le contrôle, donc le drone marin il sera téléopéré depuis satellite grâce au système Starlink Mini, parce qu'il permet de maintenir une très bonne connexion sur à peu près toutes les zones maritimes sur Terre. En ce qui concerne les évolutions possibles, le cahier des charges, il est vraiment modulable en fonction de ce qu'on veut en faire. Par exemple, on va pouvoir imaginer une version cargo longue distance. Donc, en dimensionnant le drone pour emporter beaucoup plus de charges utiles et donc augmenter la distance franchissable. Et on a aussi également réfléchi à une version qui serait équipée de panneaux solaires. Donc, le drone marin sera en capacité vraiment de rester en mer sur de très longues durées, donc plusieurs semaines, et d'être activé à distance quand c'est nécessaire pour réaliser sa mission. C'est fini. Merci pour votre attention. Très bien, Nils, parfait. Michel, un complément? En fait, tout ça, c'est pour nous familiariser avec les technobois. On adore l'alu, hein, mais si on veut chercher des surfaces équivalentes radar réduites, le bois est quand même intéressant, associé non pas avec du carbone pour l'aile, par exemple, avec de la fibre de verre. L'objectif, c'est vraiment de s'approprier la technobois pour ces drones, pour ces fuselages d'avions. Et on a des technos qui marchent très bien. C'est très facile de produire ainsi, pour un coût ridiculement faible. Très bien, Michel. Alors, comme on n'a pas d'argent, on est obligé de réfléchir. Donc, un gros smiley. On peut passer à la présentation de Valentin, ce qui va nous parler des kayaks bois. Euh, la plupart des choses ont été dites. Je vais vous montrer la vidéo, ce sera plus simple.
Je m'appelle Nils, étudiant au CMI ATE. Pourquoi réaliser un kayak en bois? Il s'agit de nous familiariser avec la technologie bois afin de réaliser ultérieurement des fuselages d'avions en bois. Combinés à l'aile composite en fibre de verre de l'avion 5, nous aurions ainsi un avion dont la surface équivalente radar est très réduite. Je m'appelle Valentin Déal. Cette année, notre objectif a été de numériser le kayak réalisé en 2023. Le prototype 2023 a fait l'objet de modifications. Nous avons donc testé cette année cette évolution V2. Fort de ces essais, nous avons numérisé une version V3. Le kayak étant particulièrement satisfaisant au terme de ces évolutions, nous avons aussi numérisé le kayak en version biplace. Voici la version monoplace. Ce kayak a été imaginé de manière particulièrement simple afin de rendre son montage possible en une journée, hors temps de séchage, décolle et vernis. La version biplace est rigoureusement identique à la version monoplace, excepté une tranche d'1 mètre ajoutée dans la partie centrale. L'objectif est d'avoir une grande proximité entre le monoplace et le biplace afin de réduire les coûts. L'objectif des essais est de vérifier la facilité de portage, l'ergonomie à raison de 45 minutes de pagayage par kayakiste, la vitesse de croisière du kayak, etc. Franchement, le kayak il est super confortable. Ah, c'est tellement léger. Incroyable. Vraiment super maniable, super léger, c'est un vrai confort. Alors, on va passer à la dernière présentation. Ça sera la présentation de Niels qui va nous parler du planeur cargo. À toi, Niels. Alors, donc, pour finir, on va vous présenter le projet de planeur cargo. Masse utile 700 kg, planeur largable de 3600 à 9100 mètres, finesse de 11. Nous avons imaginé différents concepts. Une difficulté est la compatibilité entre les soutes et la grande aile imposée par la finesse requise. Une autre difficulté concerne la prise de contrôle du planeur après le largage, ceci nécessitant un dispositif de stabilisation juste après le largage. Il y a bien entendu d'autres sujets à résoudre. Nous avons tout d'abord imaginé le maximum de concepts pour répondre au cahier des charges. Ensuite, nous avons identifié les critères de choix afin d'évaluer chaque concept en regard de ces différents critères. Deux solutions ressortent, les solutions F et H. Le concept F consiste à positionner la charge dans le caisson de l'aile et dans les parties verticales repérées en orange sur le schéma. Le concept H permet d'avoir un volume d'un tenant, mais nécessite une structure souple déployée à l'arrière afin d'éviter les décollements de couche limite, clé pour avoir une finesse suffisante. Afin d'avoir un planeur le plus simple possible, sans grands éléments mobiles, ces deux concepts sont basés sur un profil autostable et d'empennage non mobile de stabilisation, repéré en bleu sur les schémas. Ces deux concepts ont été dimensionnés, surface à l'air, finesse, etc. Voici les dimensions des soutes de l'A400M et du C130. Nous voyons que la solution imaginée est compatible avec la soute. Chargement des planeurs cargo. Vol et largage. Le tube est déployé, ce qui stabilise le planeur dans une position verticale, condition nécessaire pour que l'autopilote puisse fonctionner. Le contrôle en tangage est assuré par l'autostabilité du profil et par une action simultanée et identique des ailerons. Le contrôle en roulier est assuré par les ailerons et le contrôle en lacet est assuré par les spoilers. Le parachute de freinage est déployé en fin de vol. Rajoutons que notre conception respectera les points clés de la réglementation aéronautique pour la partie cellule. Retenons aussi la grande simplicité des deux concepts retenus, ceci étant un élément déterminant pour réduire les coûts et pour avoir une fiabilité de haut niveau. Et la conclusion, je vais la laisser à Nils. En quoi on peut remettre en cause ce projet? Alors pourquoi on est tombé sur ce projet? C'était un objectif de... Et là, on va un peu démonter le truc. Allez Nils, à toi de jouer. Donc oui, en conclusion, on peut dire que quand même qu'on peut remettre en cause l'idée vraiment de déployer un avion qui fait 141 tonnes pour au final délivrer, entre guillemets, seulement 2 fois 700 kg de charge, quoi.
on pense qu'une meilleure solution serait vraiment de délivrer ce matériel à l'aide des avions, en faisant une version économique 2 tonnes de l'avion cargo et en l'équipant pardon, d'un autopilote. Bon, le planeur, on a beau avoir beaucoup réfléchi, notamment avec un industriel spécialisé dans ces technologies, le coût unitaire est quand même 30 000 euros. Donc un A400M 240 tonnes, un peu plus, pour délivrer 2 fois 700 kilos et pour perdre à coup sûr 2 fois 30 000 euros. Bon, l'opération, le coût du kilo délivré est extravagant. Il est vrai que, un avion cargo, autonome ou pourquoi pas piloté, hein, on peut imaginer les deux, fait le travail pour infiniment moins cher. Bon, bah, écoutez, on arrive pile poil à 20 heures. Donc, félicitations à tous les étudiants. Bravo à Michel, hein, aussi, parce que c'est toi qui as managé tout ça. Un super travail euh, sur de longues années, j'imagine. Donc, un grand bravo à vous tous. Peut-être pour terminer, une dernière remarque ou Michel, tu veux intervenir? Pour ma part, c'est un vrai bonheur de pouvoir bosser avec des étudiants motivés. On retire beaucoup de plaisir. Et puis, à nos âges déjà assez avancés, ça me semble très important de transmettre le savoir, hein, que nous apprennent les anciens, hein. Finalement, on récupère beaucoup de choses, énormément de choses. On enrichit un petit peu et puis on passe la balle, hein. C'est une vaste partie et dans laquelle nous sommes tous impliqués, et notamment la 3AF, dont c'est aussi la mission phare, hein. C'est pour ça que j'ai rejoint avec un grand plaisir et je me suis inscrit à la 3AF parce qu'en fait, nos motivations sont totalement partagées. Voilà. Super, ben merci Michel, merci à vous. Merci aux étudiants. Si vous souhaitez avoir le PDF de la présentation, donc il sera disponible à partir de dimanche, mais vous m'envoyez comme d'habitude un petit message à l'adresse email 3f.idf@orange.fr avant samedi soir, bien évidemment, et puis je vous l'enverrai. Et concernant l'enregistrement en vidéo, il n'y aura pas d'enregistrement vidéo, mais par contre, vous aurez une vidéo qui sera proposée par Michel et puis en lien avec Yves Nosberger, là, qui est avec nous, et qui sera disponible sur la chaîne YouTube du groupe Île-de-France. Voilà. Ben, écoutez, il est un petit peu plus de 20 heures passées. Un très très grand merci parce que toutes les présentations étaient excellentes, hein, elles étaient claires. Bien sûr, c'était travaillé auparavant, et puis pour les jeunes, c'était sans doute une première. Donc félicitations à vous tous, aux étudiants, à Michel Kiffer, et puis bah, au plaisir de se revoir. La prochaine conférence, ça sera au mois de juin. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est Damien Fauvet qui évoquera les turbines pour l'aviation légère. Donc à très bientôt sur la chaîne de 3F du groupe Île-de-France. Voilà. Au revoir à tous. Un très très grand merci à vous tous. Au revoir. Merci à Merci et félicitations. Bonne soirée. Au revoir.